Bonjour, bienvenue à ce débat donc, sur le marché et les collectionneurs. Pour entrer dans le vif du sujet, nos trois invités donc, sont tous des personnages de grand talent aux facettes multiples. Nicolas Laugereau-Lasserre est un grand collectionneur d'art urbain. Il était anciennement le directeur de l'Espace Cardin. Il est maintenant le directeur de l'ICAR, l'Institut des carrières artistiques, le président fondateur de l'association Artistique Réseau. Et il a créé un nouveau modèle de galerie. Il est également un commissaire d'exposition très actif, spécialiste d'art urbain. Justine Moreau, commissaire d'exposition, collaboratrice pour des magazines et des blogs. A travaillé avec la maison de vente d'Igard et en 2015, elle a lancé By Night Gallery, qui recouvre le concept original de galerie appartement. Et depuis peu de temps, elle est membre du CNES, donc Chambre nationale des experts en objets d'art et de collection, dans sa spécialité que sont le street art et le graffiti. Henri Thuot, donc lui, est un dénicheur de talent, un collectionneur, un éditeur d'art, un commissaire d'exposition et un blogueur. Il aime se définir comme un passeur et comme un accélérateur de carrière au sein du petit monde de l'art urbain. Donc, peut-être pour commencer mes questions, enfin, la vente, je dirais la vente d'Arnaud Oliveux chez Arcurial en 2007, puisque notre panel je suis un peu nerveuse, concerne le marché des collectionneurs. Donc, la vente d'Arnaud Oliveux chez Arcurial en 2007 marque un tournant, voire un basculement absolu dans l'histoire de l'art urbain. Ces artistes hors marché qui cassaient les codes traditionnels se retrouvent avec une grande popularité. Les galeries fleurissent, un marché se développe à grande vitesse. Et donc, puisque le sujet c'est le marché des collectionneurs, j'ai plusieurs questions un peu ouvertes pour lancer ce débat. Que s'est-il passé en 8 ans? Quels sont les effets positifs et les effets pervers? Comment se crée un marché basé sur des œuvres qui ne respectent ni les modèles ni les outils traditionnels? Qui sont les collectionneurs d'art urbain, sachant que l'art urbain peut se diviser lui-même en deux tendances, le graffiti et le street art. J'aurais d'autres questions, mais ça, c'est juste une mise en bouche. C'est moi qui commence. Voilà, si tu veux, tu te proposes. Comme ça, je crois. Alors, merci parce que là, tu as ouvert un grand champ qui nous passionne probablement tous si vous êtes là. Et je vois beaucoup de visages familiers, beaucoup de gens spécialisés là-dedans, donc, et d'autres qui découvrent peut-être ce mouvement. J'ai envie juste de poser en préambule le fait que on est dans l'œil du cyclone, vous le constatez tous. On est au cœur de l'émergence encore de ce mouvement, de sa propagation dans les murs, dans le monde entier, et que on va répondre, j'espère, chacun tous avec sincérité, à l'instant T de ce qu'on vit. Et je suis souvent curieux d'imaginer comment on regardera tout ça dans 10 ans, dans 20 ans, parce que probablement on vit une grande chose en ce moment. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, et une réponse très courte sur les questions de fond, vous sentez bien qu'il y a encore sans arrêt une forme de polémique ou de questionnement autour de le street art, c'est dans la rue. Et donc, quid du marché? Ma vision par rapport à ça, pour aller droit au but et vous donner une vision, j'espère, peut-être un peu équilibrée, c'est qu'on est tous évidemment passionnés de ce qui se passe dans la rue. Nos artistes sont nés dans la rue, c'est là qu'ils ont existé, qu'ils viennent évidemment du graffiti, du lettrage ou du street art, d'un univers plus figuratif. On les a tous découverts dans la rue, on est probablement tous de vrais passionnés. Et il est venu un temps où l'engouement populaire qui est né de ces artistes, de tous ces univers tellement différents, a fait qu'il y a un marché qui s'est créé. Il était effectivement, vous l'avez très bien résumé, très balbutiant. Rappelez-vous, il y a 10 ans, pour ceux qui s'y intéressaient déjà à ce moment-là, il y avait 3 ou 4 galeries à Paris. Il y en a 60 aujourd'hui au Bamo, à Paris. Et effectivement, Arnaud Oliveux a ouvert la première vente. Et aujourd'hui, il y en a une dizaine par an. Voilà. J'ai créé un peu de polémique il n'y a pas longtemps en estimant qu'on était sur un marché de près de 100 millions d'euros en France. Probablement, j'ai été un peu fort. On n'est peut-être pas tout à fait là, mais on n'en est probablement pas loin non plus et on y va. Et je termine mon propos en vous disant que pourquoi je crois que pour moi, il n'y a pas une polémique derrière ça, parce que le travail de rue, le travail qu'on aime dans les artistes que l'on aime dans la rue, ce travail-là alimente le travail que les artistes vont faire en atelier. Parce que dans la rue, on a une interaction avec du public, il y a la pluie, le temps, on est dans un art d'une situation qui s'impose quelque part, et tout ça va inspirer aussi un travail d'atelier. Et à l'inverse, le travail d'atelier, le travail de galerie, le travail de marché, on l'appelle comme on veut,
ce travail d'atelier, il va nourrir la rue parce qu'il va permettre à l'artiste d'en vivre, qui va créer sur un support différent et va lui permettre de continuer la gratuité pour la plupart d'entre eux, hein, vous le savez, dans la rue. Voilà pourquoi je trouve que le marché de notre mouvement de l'art urbain, street art et graffiti, ou post-graffiti, eh bien, a du sens. Après... Tu parles de gratuité, comment ça se crée un marché justement qui, au départ, est basé sur la gratuité Et je laisse rebondir peut-être. Moi, j'ai une petite vision, c'est que ce sont des artistes, mais il ne faut pas oublier que pour la plupart, ils ont utilisé les murs parce que beaucoup de galeries ne voulaient pas de leur travail. Je vais vous citer un exemple assez significatif. J'ai un artiste avec lequel j'ai été compagnon de route pendant 7 ans qui s'appelle Speedy Graffito, qui dans les années 80 a eu énormément de mal à s'imposer. Il était DA de créa dans une agence de publicité, mais avant tout, c'était un artiste. Et c'est un artiste génial. Je vous invite à découvrir son travail. Et au pied de son agence, il détournait les affiches publicitaires, il faisait des œuvres d'art et il y laissait son téléphone pour justement que des galeries s'intéressent à son travail. Il ne faut pas oublier que la genèse du mouvement, elle est très ancienne. Et il y a 2 écoles. Il y a l'école américaine, avec le graffiti, avec la musique hip-hop, et l'école française, avec des gens souvent qui sont sortis d'écoles d'art, des Jean Faucheur, des Speedy Graffito, des Jérôme Ménager qui a fait École Boulle, et qui ont utilisé les murs en termes d'expression. Donc, et avec une culture bien particulière qui était dans les années 80, la musique anglo-saxonne, la musique punk, et toutes ces émergences-là. Donc là, pour moi, il y a déjà 2 mondes qui se sont rencontrés à Paris, qui sont le graffiti avec les Kings américains, qui ont débarqué en France parce qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de marché. Qui a vécu à New York, le maire à l'époque les a repoussés de New York. Vous allez à New York aujourd'hui, excusez-moi, c'est Disneyland. Même le Five Points a été rasé. Brooklyn ne ressemble plus à rien, même si bon, il y a un petit peu de graffiti, mais ça me fait penser un peu au Marais au début des années 2000. Donc il faut faire bien attention à ça. C'est-à-dire que le mouvement street art en France, ce sont souvent des artistes qui ont fait des écoles d'art. Les Monkey Bird, les amis de Nicolas, je crois que sont issus d'écoles d'art. Et ça, c'est très important à vous sensibiliser à ça. Orphée aussi, qui est sorti major de promo des Beaux-Arts. Donc voilà, c'est aussi une nouvelle génération c'est plus une génération d'autodidactes. On est sur une nouvelle génération d'artistes aussi qui se forment, qui connaissent les codes, l'histoire de l'art et qui utilisent aussi beaucoup de techniques très différentes. Donc c'est un mouvement aussi qui existe depuis 50 ans, un marché qui est beaucoup plus récent, qui existe depuis 10 ans, qui est en pleine ébullition, qui est un marché très très dynamique, notamment en France. On parlait des galeries, Nicolas parlait des galeries tout à l'heure, donc c'est vrai qu'au départ, dans les années 80, donc avec la galerie Agnès B et Magda Danis, puis d'autres galeries. Ensuite, petit à petit, il y a eu d'autres galeries, mais c'est vraiment les précurseurs dans les années 80. Ensuite, Arnaud Oliveux, qui est passionné, a monté les premières ventes spécialisées en 2006-2007, avec aussi Cornette de Saint-Cyr, qui s'y intéressait beaucoup, qui mélangeait l'art contemporain et les ventes street art et graffiti, qui étaient souvent à la fin, d'ailleurs, des ventes d'art contemporain, donc un peu en marge. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons de vente qui s'y intéressent. On a vu la maison de vente d'Igard qui fait deux ventes par an, Galartis en Suisse, Tajan, Fauve, beaucoup de maisons de vente en France et à l'étranger qui s'y intéressent. C'est un marché très très dynamique qui utilise des artistes qui viennent de la rue, qui ont toujours eu cette démarche aussi en atelier. Dès les années 80 à New York, avec les galeries comme Fashion Moda ou Sydney Janis, les pionniers du graffiti avaient déjà cette double démarche, et dans la rue et en atelier. Donc on n'est pas sur quelque chose de totalement antinomique, c'est vraiment complémentaire. Et ça l'est depuis le début du mouvement. Donc je pense que c'est aussi important de le préciser. Moi, je voudrais préciser aussi, pour compléter, je complète avec une maison de vente avec laquelle j'ai un petit peu travaillé en 2004-2005, qui est Massol. C'est très rigolo, si un jour vous retrouvez les catalogues de chez Massol, en début de vente, il y avait du street art. Il y a quelques personnes qui s'en souviennent, avec du JR, des photos de JR que l'on vendait 1500 €, avec des originaux d'Anne Weider qui se vendaient 1000 €. Quand ils se vendaient, c'était assez amusant.
Petite parenthèse pour compléter ce qui vient d'être dit. Par contre, après, vous aurez peut-être des questions plus graffiti, plus street art. Mais moi, je tiens à rendre hommage quand même à celui qui a fait tout déclencher, qui est Banksy. Je pense que sans Banksy, ce salon n'existerait pas. Il a ouvert une porte. Alors bien évidemment, il est anti-business, anti-pub, anti-tout. Mais je vous invite, si vous ne l'avez pas, à acheter ce livre War and Peace, avec la traduction française de Guerre et Spray. Il ne faut pas oublier que c'est un livre qui est sorti en 2004. Tout est dit dans ce livre. Pour moi, c'est la Bible du street art. Ensuite, vous avez le livre de son marchand, là, Steve Lazarides, The Outsider, qui a été écrit en 2005-2006, je crois, hein, Nicolas, il y a 10 ans. Tout est dit dans ce livre, c'est-à-dire que les stars du mouvement sont déjà présentes. C'est juste étonnant. Et le film, hein, Faites le mur, évidemment, c'est la Bible là aussi. On ne peut pas s'intéresser à ce mouvement sans avoir vu ce film qui pose tous les fondateurs, les pionniers du mouvement, et avec un esprit, une insolence. Enfin, c'est un moment juste génial. J'aimerais le revoir pour la première fois et ne pas l'avoir déjà vu, vous voyez, tellement que le film est absolument génial. Je vais compléter ce que dit Nicolas, parce que j'étais au cœur, pas du film, mais je faisais du bouquin aux éditions alternatives avec Charlotte Gallimard. On a fait un bouquin avec Zeus, sur Jeff Aerosol, etc., etc. Et pendant des années, je lui dis, Charlotte, il faut faire un bouquin, la version française du War and Peace. C'est un succès mondial, hein. Je crois qu'on en est, enfin ils en sont à 1 million d'exemplaires, c'est un truc de fou. Elle me regardait, elle me disait non, ça se vend déjà en France, en anglais, etc. etc. J'ai dit non, il faut faire la traduction. Et quand il y a eu Faites le mur, on a eu la chance. Bon, je ne vais pas crâner, hein, j'ai participé à la version française, mais je n'ai jamais rencontré Banksy. Ne me demandez pas des trucs, je ne peux pas me connecter. Je connais un petit peu la sphère autour, c'est tout. Quand le livre est sorti, en même temps que le film, il y a eu beaucoup d'interrogations sur le film, pour ceux qui l'ont vu. Donc regardez-le, il est en ligne sur Internet, hein, Faites le mur, ça se trouve assez facilement. Et on me disait, mais est-ce que tout est vrai dans cette histoire? Et connaissant un petit peu le truc, c'est-à-dire en étant ami avec Zeus, en étant ami avec pas mal d'artistes, oui, je peux vous dire que tout est vrai dans le film, c'est-à-dire que Thierry Guetta, Mr. Brainwatch, a filmé pendant des années et des années tout ce qui est dans le film, tous les artistes du street depuis 10 ans. Et puis, tout d'un coup, il est devenu un avatar, il s'est mis à faire de la peinture. Mais vraiment, on vous invite, Nicolas, nous tous, à regarder ça. Non, je suis d'accord, et puis c'est vraiment du premier degré, en fait, pour le coup. Alors, je complète aussi, parce que Banksy s'est un peu fait piéger. C'est-à-dire qu'il était assez revendicatif de la société, de la politique, provocateur, avec un humour très, très, très british. Il est rentré dans la sphère du business, parce que Londres n'a rien à voir avec la France. Hein. Londres, c'est une machine de guerre pour tout ce qui est ce business, avec des collectionneurs très happy few, etc. Il avait un excellent marchand qui n'est plus aujourd'hui, qui s'appelle Steve Lazarides, qui était vraiment très très fort dans son domaine. Et c'est vrai que quand vous regardez le film, il y a des choses un peu curieuses, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit malaise. C'est qu'il faut savoir que quand vous parlez avec des street artistes, ils ne se disent pas street artistes. Moi, j'en côtoie très très souvent. Quand vous parlez avec Speedy, il dit non, moi je suis un artiste. Quand vous parlez avec Zeus, Nicolas, tu compléteras, non, moi je suis un artiste. Le seul truc, c'est qu'on a, je ne dis pas créé ce mouvement, mais il faut savoir que l'art contemporain n'en voulait pas. L'art contemporain n'en voulait pas. Pourquoi? Parce que c'est un business. Et les artistes d'art contemporain et les galeries en place voulaient leur part de gâteau. Et on s'est retrouvé avec une association de plein de trucs. L'Internet est arrivé, les réseaux sociaux sont arrivés. C'était le premier mouvement qui est mondial. C'est le premier mouvement artistique mondial. Ça participe de la création du marché, c'était ma question. Allez-y, continuez. Donc c'est pour la première fois un mouvement mondial. Vous avez des Brésiliens qui tapent des murs, vous avez des Français, vous avez des Anglais, partout dans le monde. Vous avez même des Asiatiques, ça commence. Alors au Japon, non. Notre ami Clette, vas-y, raconte l'histoire. Oui, Clette, qui détourne ses panneaux de signalisation, a fait les frais au Japon d'une intervention qui a valu à sa compagne d'être retenue assignée à résidence pendant 5 mois, passeport confisqué. Enfin, c'était vraiment un cauchemar. Donc on voit aussi que le curseur de la tolérance du street art varie en fonction des pays. Et là, le Japon, c'était pas tellement illustré, parce que pour une 50aine de panneaux stickés qui ont été retirés en quelques heures, il n'y a pas de drame. Les conséquences ont été extrêmement lourdes. Ouais, c'est vrai. Donc il faut savoir aussi, c'est que moi je suis un vieux bonhomme, j'ai plus de 50 ans, j'ai connu les folles années 80 à Paris, la folie et tout, mais on était une génération ancrée. Et puis j'ai un fils là qui s'est mis marchand et qui a 20 ans. Et ce qui est rigolo, c'est que ma génération n'attend plus d'hériter de nos parents.
de toile, de bateaux entrant au port et des trucs comme ça. Donc la culture de mon fils est assez proche de la mienne, alors que la mienne est très éloignée de celle de ma mère. Donc on a une espèce de brassage comme ça, à la fois entre l'Internet, la mondialisation d'un mouvement, un resserrement et un intérêt commun transgénérationnel. Nicolas, il a des collectionneurs de 18 ans. Arnaud Liveux, sur la dernière vente, a de plus en plus de collectionneurs d'art contemporain qui s'inscrivent, de tous les âges. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je trouve que toutes ces interconnexions font qu'on a une porte ouverte incroyable. Mais en tout cas, je rebondis sur le fait que vraiment, et encore une fois, ceux qui sont vraiment passionnés depuis plusieurs années le savent, il y avait un rejet très très fort, quoi. Il y avait un rejet de toutes parts. Il y avait un vrai rejet des galeries Justement, d'art contemporain. Le basculement, ça vient. On passait pour des ringards, quoi. On était vraiment des cons. Donc aujourd'hui, quelle revanche. Et quand je vois l'intérêt que porte le ministère de la Culture, on a la chance d'avoir avec nous un des inspecteurs des arts plastiques. Il y a quelques années, je me rappelle, je m'étais levé publiquement dans une réunion aux Assises de la Culture parce que il n'y avait aucune considération pour ce mouvement. Aujourd'hui, un grand colloque se prépare, les DRAC amènent un financement à de la production de murs. Vous avez vu les budgets participatifs avec la mairie de Paris qui produisent des murs dans chaque arrondissement. Enfin, c'est hallucinant. On n'aurait pas imaginé une minute qu'il y aurait cette reconnaissance si vite, mais voilà. Oui, mais justement, enfin, tu dis reconnaissance. Après, moi, là où en tant qu'historienne d'art, je me méfie un petit peu. Je me dis, c'est quand même un art qui est en passe d'institutionnalisation, alors que c'était un art qui tapait justement sur l'institution. Et après, les collectionneurs, les galeries privées. Maintenant, il y a les musées, les institutions, les collectivités, les villes. Donc, des volontés politiques aussi. Et donc, justement, j'avais d'autres questions un peu multiples. Quand on étudie l'histoire de l'art, on voit que l'institutionnalisation, ça mène à l'académisme. Et l'académisme, c'est l'inverse de la liberté de ce mouvement, du côté militant, etc. Donc, est-ce qu'on saura échapper à l'académisme? Est-ce que la patrimonialisation ou la protection des œuvres n'est pas un danger? C'était un art éphémère. Enfin, voilà. Est-ce que l'intégrité du mouvement est respectée entre le marché, le business, les collectionneurs et même maintenant l'institutionnalisation? Moi, c'est quand même quelque chose qui peut-être m'inquiète un peu. Il y a un truc, moi je vais rendre hommage à Dominique Bertinotti, la maire du 4e arrondissement. Un jour, j'ai été contacté pour être commissaire d'exposition en 2005, donc c'est pas neuf. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vu cette exposition. On nous a prêté les blancs manteaux pendant 15 jours. Le blanc manteau au Marais, pendant 15 jours, je dis super, mais on met les doigts dans quoi? On a, comme on dit, appelé la bande. On a fait une exposition, on a recréé une ville à l'intérieur des blancs manteaux. Vous aviez Speedy Graffito, Jean Faucheur, Toute la Forge, Ernest Pignon-Ernest, Jérôme Ménager, Nemo, etc., etc. On n'avait pas du tout de moyens. On a fait un super catalogue avec 100 moyens. On s'envoyait des mails en bas débit, on travaillait la nuit. On a fait un truc super. Et Dominique Bertinotti, quand je l'ai vue, elle m'a dit « T'as carte blanche. Vous avez carte blanche. Je vous passe l'endroit. Rendez-les-moi nickel. » Et là. Il n'y avait pas du tout de récupération. C'était une passionnée. Et après, l'année d'après, je lui ai fait rencontrer JR, qui est arrivé dans son bureau comme un feu follet. Moi, j'ai eu peur, je me suis dit, on va passer par la fenêtre. Il a réussi à la convaincre. Il a eu en plus la Maison européenne de la photo. L'année d'après, on a fait une exposition qui s'est appelée Aux Arts citoyens, où en fronton, il y avait la caméra avec l'âge. Il était complètement inconnu à l'époque. Et vraiment, il y a une volonté politique. Nicolas aussi a eu des volontés politiques avec la mairie du 3e, qui lui a prêté... Le 3e, c'est ça? Premier, excuse-moi. Qui lui a aussi prêté un super espace. Alors, la récupération politique. Bon, oui, alors, est-ce qu'il y a de la récupération? Alors, l'institutionnalisation. Alors, ça, c'est intéressant. C'était ma question. C'était pas la récupération politique, c'est l'institutionnalisation, le risque de l'académisme. Je vais essayer de dire le mot institutionnalisation, je ne le dirai plus. À chaque fois que je vois un artiste, il attend que ça. Il n'attend que ça. De rentrer dans un musée. Alors, je vais vous donner, je vais balancer. Un John Wayne, il attend que ça. Un Speedy Graffito, il attend que ça. Non, ils attendent que ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avant tout être des noms. C'est-à-dire qu'ils veulent doucement se dégager de l'art urbain. Après, je vais développer. Ils veulent se dégager de l'art urbain pour s'appeler Speedy Graffito. La première fois que je suis allé dans une maison de vente, je ne vais pas la citer, elle s'appelle Tajan. J'ai voulu proposer des pièces de Speedy Graffito. C'était en 2004-2005. On m'a dit « Oh non, c'est démodé, c'est les années 80, il faut qu'ils changent de nom. » Bon, écoutez, sympa.
Ça a bien changé depuis, puisqu'on n'est même plus capable de leur en confier des pièces de cet artiste. Donc, la recherche, effectivement, de ce positionnement au niveau des instituts, je fais un détour parce que je n'arrive pas à dire le mot, est très très forte et très demandée. Mais une chose, c'est que va arriver aussi une nouvelle vague d'artistes. Il ne faut pas l'oublier. Et puis c'est important parce que c'est quand même un mouvement qui existe depuis 50 ans, qui a été un peu boudé par les institutions. Il y a eu les grandes expositions en 91-92 au Musée des Monuments Français, une exposition qui s'appelait Graffitiard, qui a fait le lien entre des artistes américains et des artistes français. Et après, il a fallu attendre 2008-2009 à la Fondation Cartier pour l'exposition Né dans la rue et TAG au Grand Palais. Donc c'est important que les institutions aussi commencent à s'y intéresser. On a vu Lek et Sowat qui était à la Villa Médicis l'année dernière, donc je pense les deux premiers artistes pour ma issus paroisse, du graffiti. On a fait aussi oui, bien sûr, expositions à la Pinacothèque de à la Paris, à Pinacothèque. Singapour et à Paris. Gire la Nuit Blanche. Voilà, et ensuite sur la Villa Et sur Médicis. sur la crainte de voir nos artistes s'enfermer dans un académisme. Et aussi la Biennale de Venise Ouais. avec Jewan, Ski. Si vous connaissez un tout petit peu l'univers d'un Blue, on parlait de Banksy, le jour où quelqu'un arrivera à les enfermer dans un académisme, je voudrais que quelqu'un qu'on me le présente, parce que c'est la particularité du mouvement aussi de la plupart des artistes, c'est qu'ils sont justement indomptables, et c'est pour ça qu'on les aime. C'est qu'ils amènent leur intégrité. Pouvaient se réinventer. D'après toi, ils vont toujours arriver à se réinventer et arriver à... Oui, une nouvelle génération Ils ne se laissent pas enfermer. Regardez Blue, cette expo polémique là à Bologne avec le musée qui a présenté des œuvres de rue. Alors certains disaient c'est bien présenter des œuvres de rue, elles sont sauvegardées. D'autres disaient non, c'est pillé. Bref, il y avait toute une polémique autour de ça. Blue, ni une ni deux, il n'a pas attendu. Il a été effacé ses fraises, ça a fait un buzz mondial. Ce que je veux dire par là, vous voyez à quel point ça va être compliqué de les enfermer dans un académisme et une institutionnalisation. Quand Lek et Sowat ont eu la porte ouverte au Palais de Tokyo, leur seule obsession, c'était d'arriver à choper une trappe secrète et d'investir les souterrains que personne n'a encore jamais vus et dont on parlera dans quelques années seulement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont toujours 2 coups d'avance, comme dans un jeu d'échecs, quoi. Donc, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on les enferme avec un marché ou quoi que ce soit. Ils savent retourner la table sans arrêt, quoi. Et croyez-moi, ils nous le font. Mais en même temps, Henri Thuot disait qu'il ne rêve que du musée. En même temps, il y a le marché, il y a les collectionneurs. Je voulais peut-être que tu nous donnes un peu, ou que vous nous donniez un peu une typologie des collectionneurs. L'air de rien, tout ce qui se crée autour d'eux, c'est une façon aussi de les enfermer, mais en même temps, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, c'est un peu compliqué. C'est une question complexe, oui, ça, c'est sûr. En tout cas, je pense que l'exposition de Bologne a posé le débat, ça c'est certain. Après, je pense qu'il faut aussi faire confiance. Christian n'est pas là pour se défendre. Non. Donc, il n'est pas attaqué. Non, pas du tout attaqué, sincèrement. C'est juste un débat. C'est un mouvement d'électrons libres. Chaque artiste a son positionnement. C'est un mouvement d'électrons libres. Voilà, moi je rebondis quand même. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'artistes ont dépassé. Alors il y en a des jeunes, mais il y en a aussi qui ont dépassé la soixantaine. Il y a une vague d'artistes aujourd'hui. Moi j'ai connu Gire, il avait 21 ans, il en a plus de 30. Et l'autre jour, je suis passé vers la Forge. Et j'ai vu un tas de petits jeunes en train de graffer. Malheureusement, je n'avais pas le temps de m'arrêter. Excusez-moi, je suis des années 80, donc je vais y aller comme ça, des petits blacks, des petits... et puis ça y allait à la bombe, et ça se photographiait, et ça postait sur Instagram, sur Facebook, et ça, c'était très intéressant. Moi, ce qui va être très intéressant, c'est la vague d'après. Moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose de très intéressant qui va y arriver. Justement, plus on va rentrer dans un certain académisme, plus on va rentrer dans des foires comme ça, dans des galeries, dans des marchands. Moi j'adore. Moi, j'ai un maître pour moi qui est très important, c'est Malcolm McLaren, qui a renversé la table à Londres en 1976 en commençant avec les New York Dolls, c'est après qui a créé les Sex Pistols, c'est après qui a créé un mouvement super intéressant au niveau de la musique et qui a renversé la table au niveau musical mondial. Eh bien, quand un courant est trop académique, ne vous inquiétez pas, il y a des jeunes qui arrivent et qui vont tout péter, excusez-moi, qui vont dire, moi les codes on les connaît, on va les utiliser, on va pas avoir besoin de vous les gars, et il y aura plein de portes qui vont s'ouvrir. Et là, c'est ça qui est génial. Et d'une certaine façon, le marché, comme d'habitude, les récupérera jusqu'à ce qu'il y en ait d'autres qui arrivent et qui cassent les codes. Oui, mais bon, vous avez quand même un artiste qui est pour moi un des plus importants français, qui s'appelle Asile.
Vous savez, il y a beaucoup d'artistes, on dit « Ah oui, cet artiste-là, il s'est inspiré de là, et puis ça me fait penser à ça, et Speedy Graffito, ça ressemblait à Hero ». Pendant des années, on m'a dit ça. Mais un jour, ils ont fait une collaboration tous les deux, et Hero lui a dit « J'adore ton travail, on va travailler tous les deux ». Alors là, tout le monde s'est tu. Et puis voilà, moi, je suis un artiste, je fais des punitions, je fais des punitions. Ah ben moi aussi, je fais des punitions. Et puis Asile, qui ne vend jamais d'œuvre, je mets au défi quiconque comme Blue de trouver une œuvre originale. Il fait son truc, mais il a le respect de tout le monde. Donc tous les modèles sont différents. Excusez-moi de parler de modèle économique, puisqu'on parle de marché, mais tous les modèles sont différents. De collectionneurs. Et de collectionneurs. Après, tous les artistes ne sont pas aussi forcément représentés dans ce marché-là. Il y en a aussi des artistes qui, justement, ont une toute autre démarche, qui vont se travailler dans la rue et qui ne veulent pas en entendre parler et qui sont dans une toute autre... En fait, Eliane, le marché, il n'est pas sale en soi. Il est sale s'il est mal utilisé. Non, on est juste là pour tout le monde, bien sûr. Non, mais ce qui emmerde tout le monde, c'est quoi? C'est la spéculation, soyons très clairs. Mais voilà, quand le marché se régule, quand le marché se régule par la loi de l'offre et de la demande, un artiste produit si John One produit 300 pièces par an, il les vend. C'est tant mieux pour lui, c'est fabuleux. Picasso en a fait 60 000 de son vivant, donc il a de la marge, hein, John. Donc d'autres, je pense à Dran, il en produit 10 par an. On s'arrache pour les acheter. Je veux dire, tous les modèles. Mais tant que la loi, tant que tout ça est fluide et que c'est cohérent, magnifique. C'est vrai que il faut juste être attentif pour ceux et celles qui rentrent plus récemment dans ce monde et en parallèle dans ce marché, de prendre le temps d'observer, de comprendre d'où viennent les artistes, de vous laisser séduire évidemment par leur esthétique et de prendre un peu de temps avant de dépenser beaucoup d'argent. Moi, c'est juste bons ça la prudence que j'évoque. Maintenant, on a tous les outils, il y a beaucoup de blogs spécialisés. Je pense à Premium Magazine, qui est un blog sur Internet qui est très, très documenté. Il y a des magazines, il y a des livres, il y a Internet aussi. Avec les réseaux sociaux, on arrive à suivre aussi toute l'actualité des artistes. Dès qu'il y en a un qui fait un mur ou une œuvre, c'est tout de suite relayé par d'autres artistes. Donc, on a la chance aujourd'hui d'être très au courant de ce qui se fait et d'avoir les outils pour appréhender ce marché. Un artiste talentueux ne peut plus passer à travers les gouttes. L'artiste maudit n'existe plus. L'artiste maudit, je ne vais pas citer de nom parce que c'est méchant, mais l'artiste maudit, c'est vraiment qu'il se donne tout pour être maudit. Il se donne vraiment des efforts pour être maudit. Oui, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est génial. Un artiste, finit une toile. Moi, je condamne quelquefois un petit peu, mais parce que on a tendance quelquefois à pas se déplacer dans les vernissages parce qu'on voit tout sur Internet. Alors on a un peu la flemme. On se dit tiens, j'ai vu l'expo. On a les photographes habituels qui sont passés et qui nous ont posté ça à la vitesse de la lumière. Alors quelquefois la découverte un petit peu et le mystère disparaît. Mais un artiste aujourd'hui talentueux, il a fini sa toile, il la poste sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat pour les plus jeunes, j'arrive jamais à le dire. Ma fille, c'est une spécialiste, en 10 secondes, si t'as pas capté, t'es mort. Donc c'est quand même un outil génial pour ça. Après, le marché, la promotion, etc., etc., un artiste aujourd'hui, il a besoin, je vais encore avoir des termes marketing, de relais de croissance. Et surtout d'association de compétences. Moi, je pense qu'il ne peut pas faire ça tout seul. Si vraiment il y a des règles de marché qui sont très très simples, qui sont immuables, c'est souvent faire un joli bouquin quand on a de la matière, c'est souvent être dans des bonnes maisons de vente aux enchères, c'est souvent avoir de la presse, et surtout, être dans une très très bonne galerie qui va défendre bec et ongle le travail de l'artiste. Et permettre l'internationalisation également. Enfin voilà, oui, tout je est là. Je condamne, c'est pas parce que j'ai une position de relais, mais je condamne souvent et je discute souvent avec les artistes ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi, le do it yourself. Je vais le faire moi-même. Ça a ses limites. C'est dangereux. Déjà qu'on est dans un monde de collectionneurs, de marchands, d'opérateurs. C'est un tout petit monde, tout le monde se connaît. Et ça bruisse très 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 vite. C'est dangereux. Alors il y a des artistes qui prennent ce parti pris. Il n'y a aucun problème. Mais bon, après, dans la durée, c'est à voir. En tout cas, deux règles qu'il est toujours bon de rappeler. Probablement, la première règle, c'est d'acheter vraiment ce qu'on aime, définitivement. Définitivement, acheter ce que vous aimez. Acheter des pièces avec lesquelles vous avez envie de vivre. C'est beau avoir envie de vivre avec une pièce pour tous ceux et celles qui ont des œuvres chez eux. Vous voyez bien l'attachement, ça crée une âme, une atmosphère et elle fait partie de vous. Donc achetez ce que vous aimez parce que demain ça monte, demain ça descend, on s'en fout, vous vivez avec, vous l'aimez, vous me suivez. Alors que suivre le bruit, acheter avec l'oreille, et rentrer dans des jeux spéculatifs parfois fait que vous allez payer des choses très chères que vous n'allez pas forcément apprécier et vous n'aurez vraiment pas l'air malin quelques années plus tard si ça ne vaut pas un clou. Donc c'est vrai qu'il faut acheter ce qu'on aime. Et peut-être la deuxième règle aussi pour des gens qui démarrent, c'est de démarrer
avec de l'émergence, avec des gens qui démarrent à quelques centaines d'euros, même sur cette foire, vous allez voir, on peut démarrer avec des lithographies, tu en es un des spécialistes, on peut démarrer modestement à quelques centaines d'euros et apprendre, se donner le temps d'apprendre, lire, se nourrir pour monter en puissance avec un peu plus d'argent après. Exactement, oui, c'est pas la fin du débat, mais justement, je me disais, ce serait bien de je rejoins que chacun d'entre vous donne des Nicolas. conseils. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a la chance que c'est un mouvement qui est contemporain. En général, les artistes ont moins de 40 ans ou un peu plus pour les pionniers. Et puis, c'est un marché qui est très large, qui est mondialisé, qui est le plus vaste possible. En termes de collectionneurs, je pense que c'est très difficile de définir une typologie du collectionneur. Sur ce salon, on a la chance de défendre des œuvres qui sont à partir de 500 € pour des pièces originales. Donc ça, c'est aussi important. Après, sur des Banksy et sur des stars, on est parfois sur même moins. On est sur même beaucoup moins. plus. Même moins que 500. Mais ça reste des œuvres aussi qui restent abordables. Et pour des œuvres originales, il ne faut pas hésiter. Et puis faut acheter ce qu'on aime, comme disait Nicolas. L'art, c'est avant tout de l'émotion, de l'immédiateté. Il faut partager ses coups de cœur et se faire confiance. Un conseil, Henri, aux jeunes collectionneurs, avant que je ne revienne à d'autres questions. Moi, je suis le Jean-Claude Brialy du street art. Je donne toujours des anecdotes, ça fait marrer Nicolas. J'ai un jour chez un collectionneur qui me dit « Tu crois qu'il faut que j'achète ça ?» Je l'avais vu une quinzaine d'années avant, il avait acheté un super écran plasma à 100 000 francs, en francs à l'époque, l'équivalent de 20 et quelques mille euros. Je dis, je sais pas, fais ce que tu veux, mais rappelle-moi où est-ce qu'il est, ton écran plasma. Il a été à peu près à la cave, et après je l'ai mis dans les encombrants. Je dis, écoute, fais-toi plaisir, fais travailler ton œil. Nicolas a tout dit, vous avez tout dit, c'est de l'émotion. C'est ce qui est le plus indispensable au monde et en même temps, c'est le plus superflu en même temps. Enfin, c'est les deux. Moi, j'ai des anecdotes. C'est parce que j'ai passé beaucoup de temps avec John Wan. Ça se nourrit de connaissances aussi. Tout ce que tu disais. C'est aussi beaucoup de rencontres et de partage avec. Mais aussi les artistes. regarder, lire, écouter, apprendre, se cultiver pour aussi faire des choix parfois dans l'émotion et parfois peut-être plus raisonnés, mais nourris d'intelligence aussi et de culture. Mais je voulais revenir à des choses un tout petit peu plus concrètes, hélas moins trivial, dans l'émotion. Allons-y, voilà. Tout à fait. Donc, comme on disait, les artistes ont un double travail dans la rue et dans l'atelier. Et donc, puisque c'est sur le marché, les collectionneurs, alors c'est peut-être une question qui va vous faire hurler, qu'est-ce qui, selon vous, devrait avoir le plus de valeur, les œuvres de rue ou les œuvres réalisées en atelier? Et puis, qui fixe les prix et comment? Mais ça ne veut rien dire, il n'y a pas d'œuvres de rue. Si, il y a des œuvres qui sont faites pour rester... oui, mais elles n'ont pas de valeur marchande. Donc merci à travers cette fausse question de rappeler ce débat. C'est que c'est juste absurde et insultant pour tout le mouvement, pour les artistes de piquer des œuvres dans la rue, vraiment. Et c'est un vrai sujet pour nous. Et beaucoup d'ailleurs de municipalités et même le ministère réfléchit à cette question de pouvoir même presque légiférer par rapport à ça. Enfin voilà, piquer un invader dans la rue, déjà c'est impossible parce que ça veut dire massacrer la moitié des mosaïques. Il en reste rien, vous pouvez rien en faire. Il y a pas le second marché est minable parce qu'on sait tous qu'il faut un certificat associé à la pièce. Elles sont retirées dès qu'une œuvre est volée et qu'elle figure dans un catalogue. catalogue. Aucune vente aux enchères ne les accepte. Elles sont retirées. Donc stop, il faut arrêter avec ça. Après, les tu œuvres disais qu'on peut. Toi, tu as déjà acquis des palissades ou des choses comme ça en accord avec les artistes. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est des travaux de performance. Mais d'une certaine façon, c'est des œuvres qui sont pensées au départ pour être éphémères ou pour être dans la rue. Et oui. Mais ça, c'est pas un sujet, parce qu'on peut être dans un festival. Alors, il faut faire attention entre la dégradation, pardon de couper, parce que là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faut faire attention entre le vandale, graffiti. Là, le débat, il est très inscrit sur le street art, sur le mouvement français européen. Et pas sur le graffiti. Alors, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas se tromper. On a aussi le graffiti. Le graffiti français, moi, j'ai défendu longtemps un artiste qui s'appelle Zenoy. Je peux vous dire qu'il n'a pas fait de cadeau à la RATP ni à tout ça. Il faut faire attention. Je pense que la SNCF, elle ne serait pas trop chaude. D'ailleurs, il y a un procès retentissant avec Asile pour effectivement garder les rames de train dans cet état-là. Et donc, il faut faire un peu gaffe. Je suis toujours un petit peu partagé avec ça. Entre la patrimonialisation non, mais moi, la préservation on le connaît même physiquement, tous les deux. Tu l'as peut-être rencontré, on connaît son message, il est bien particulier, il fait une invasion. Il va chez les gens. Alors, si les gens ne sont pas contents, ils enlèvent les œuvres. Moi, quand je vois aujourd'hui le marché anglais ou sur Banksy, ou dès que dans une maison, il a fait un truc,
bah, tout de suite, il y a un plexi. Regardez le film dans son invasion à New York, c'est quand même surprenant, quoi. Les gens se battent pour récupérer les œuvres, on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment un débat très, très, très épineux. Je ne sais pas comment on peut compléter entre le vandale et celui qui fait un peu sa com. C'est surtout que les œuvres qui sont dans la rue sont dessinées à la rue et il y a le travail d'atelier. C'est deux choses complètement différentes qui sont totalement complémentaires. N'achetez jamais de pièces issues de la rue sans certificat. C'est absurde, c'est pas complètement... Il y a des artistes issus du graffiti qui ne peignent pas, qui ne font pas d'œuvres. Tout simplement, c'est que leur travail est à la bombe. Et qu'il est très très difficile pour un artiste graffiti. Ils sont très très forts sur les murs pour retranscrire ça sur papier. Alors certains font des sketchs. La photo permet. Et si on aime Invader, on va chez Castorama, on achète les petites mosaïques et on le fait. Enfin, ça, il sera juste magnifique. Non, mais plutôt que d'arracher des carreaux d'un mur, c'est tellement absurde. Tu es pour la copie. Et vous ne passez pas. Lui-même encourage. Il dit mais aux gens, mais faites-les, réalisez-les. Vous achetez des carreaux. Non, mais il y a un truc de fou avec Invader, c'est qu'il lançait les kits d'invasion. Au tout début, Invader a lancé les kits d'invasion vraiment pour que les gens les utilisent. Et puis Invader, il produit pour la rue et il y a toujours un alias pour la vente, en fait. Il y a un double... Absolument. C'est ça qui est chouette. Invader, chaque artiste a travaillé la déclinaison de son travail entre la rue et l'atelier. Et Invader a un modèle qui est extraordinaire. J'aurais aimé l'avoir inventé. C'est que chaque fois qu'il pose une pièce dans la rue, les mosaïques que vous voyez, il y en a plus de 600 encore survivantes dans Paris. C'est un alias identique. Absolument. Qui est sur destiné plexi, du coup, à avec la vente. à l'arrière la photographie de la pièce de rue, dont l'alias est le double. Chaque pièce de rue donne un alias qui lui est dans le marché. Le marché alimente le travail de rue, y compris financièrement. C'est la pièce qui est vendue d'alias qui va permettre à Invader de continuer de voyager, d'en reposer d'autres gratuitement pour le grand public. Et encore une fois, c'est deux démarches différentes. Il y a des artistes qui choisissent de retranscrire de manière presque identique ce qu'ils font dans la rue sur toile ou sur d'autres supports, que ce soit le pochoir, le collage ou toutes les autres techniques ou médiums qu'ont amené le street art. Moi, j'ai une très belle collection aussi de graffiti sur toile parce que c'est ce que j'aime et ce que je défends. Il ne faut pas oublier non plus que le graffiti, c'est avant tout du lettrage, c'est la calligraphie, de la typographie, qu'on peut appeler tag ou graffiti. Donc voilà, il y a plusieurs choses, c'est différent. Il y en a d'autres qui ont une démarche totalement différente dans la rue et sur toile. Après, on va donner la parole au public, non ? J'avais encore une petite question un peu épineuse en me disant... Préparez vos questions alors. À part l'argent, la reconnaissance et le succès, peut-être à vous deux, toi aussi tu es devenu galeriste, qu'est-ce qu'un galeriste peut apporter à des artistes d'art urbain ou qu'est-ce qu'il doit leur apporter ? Les écouter. Faut écouter pardon. Il faut les écouter. Après, ce sera Il faut les écouter parce que le galeriste ne doit pas être le patron. C'est l'artiste le patron. Donc l'écouter. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, c'est sûr que sans les artistes, il ne se passe rien. Il n'y a pas de marché déjà, souvent on l'oublie. Après, moi, pour parler de ma jeune expérience que je débute, j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Sozy One. On s'est passé, juste avant de préparer cet événement, des coups de fil tous les jours pour le rassurer, lui donner confiance, demander s'il devait travailler à l'acrylique, à la bombe. Donc c'est beaucoup de discussions, beaucoup de conseils, du partage. Je travaille aussi avec un artiste vandale qui s'appelle Sup, qui est un writer parisien qui a travaillé beaucoup avec la scène américaine. Et j'avais en tête de faire justement une installation, une sorte de cabinet de curiosité du graffiti pour montrer des black books qui sont les sketchs préparatoires avant de préparer les œuvres dans la rue. Lui, il a un travail très riche. Et donc ça lui a tout de suite plu. Il avait envie de faire ça aussi. Et donc on l'a fait, on l'a pensé ensemble. Il a ramené plein de choses et ça a été beaucoup de discussions, du partage. Et c'est aussi ça aussi, je pense, qu'on peut apporter et puis être le relais par rapport aux collectionneurs, de parler de leur travail et c'est souvent comme ça que ça se passe. Bien sûr. Moi, il y a une figure que j'admire beaucoup. Si tu me poses cette question d'un modèle comme ça, c'est Aimé Mag, Mag de la fondation Mag. J'en parle parfois avec Yo-Yo Mag, qui est sa petite fille, et de voir le travail de cet homme qui a soutenu des artistes, tellement juste dingue. Ça paraît fou de
de voir comment cet homme a pu être visionnaire. C'était absolument exceptionnel. Mais au-delà de ça, les rapports créés avec les artistes étaient extraordinaires. Et c'est vrai que c'est peut-être ça, moi, mon modèle, il est là. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est vivre des choses avec eux, passer du temps avec eux. Moi, je suis dans un truc très affectif. Et à tel point que je ne pouvais pas rentrer dans un modèle de galerie avec un schéma 50-50. Parce que tu es un collectionneur passionné au départ. Oui, c'est ça. C'est ce côté. Voilà, c'est c'est des ton fidélités évolution. aussi, je pense. C'est des fidélités aussi, oui, je pense. Aussi, oui, aussi, oui. Et voilà, ce qui des fait galeristes qui travaillent avec des artistes depuis 10, 15, 20 ans. J'ai réussi à. C'est un modèle qui est tout à fait. Toutes les galeries vont me tomber dessus parce que, par exemple, j'ai réussi à créer un modèle où on ne prend pas de pourcentage. C'est une forme de mécénat modeste, mais on ne prend pas de pourcentage sur les artistes. C'est totalement pour eux. Il faut pouvoir le faire. Moi, je l'ai fait dans un axe précis qui était une association qui avait déjà un modèle viable. Mais c'est vrai que j'ai plus envie de leur donner des moyens, de leur permettre d'aller plus loin et d'atteindre leurs objectifs, quoi, d'aller au bout de leur projet. C'est surtout ça le rôle de la galerie et qu'ils en vivent. C'est pour ça que je disais le marché n'est pas sale, parce que je pense, en vous disant ça, à Lec et Sowat, qui sont deux figures tellement importantes aujourd'hui, après Lascaux 1, Lascaux 2, Lascaux 3, après cette année la Villa Médicis, et c'est des gens, il y a encore très très peu d'années, 3 ans, qui avaient des activités parallèles, qui avaient un job parallèle alimentaire. Je ne vais pas aller plus loin, mais je veux dire, c'était dingue avec le talent qu'ils avaient. Donc c'est ça notre rôle, c'est de donner les moyens à des artistes qu'on aime, mais on est nombreux à en aimer, donc ça va, on peut en aider beaucoup, j'espère, mais de vivre de leur art et d'aller au bout de leur projet. C'est ça qui est tripant, qui est génial. Bon, en même temps, je me dis que pour un débat sur le marché, les collectionneurs, on était beaucoup dans l'amour et tout était parfait, et beau et merveilleux. Je me dis peut-être que la salle a des questions plus méchantes que celles qu'on se posait nous. Alors, il y a un micro pour... super. Est-ce qu'on vous le fait passer? Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question. Alors, le premier qui pose la question, c'est toujours très important. Ça met la tonalité. Donc, que quelqu'un de bien se désigne, s'il vous plaît. On n'a pas répondu à qui fixe les prix et comment, non, la spéculation. Vous nous demandez tout ce que vous voulez, on dira tout. Bonjour Nicolas, bonjour Henri, bonjour Justine. Alors, j'ai beaucoup apprécié votre débat et je pense que je vais vous poser une question sur, c'est vrai, les galeries qui ont une place importante dans ce marché. Pour moi, la galerie, vous parlez de 2 divisions. Il y avait le graffiti, l'art urbain. J'ai un peu de mal avec le terme street art, je suis désolé, mais l'art urbain. Je me rappelle de la Fashion Moda en 1971. Bon, je me rappelle par des livres, je n'étais pas né. Et je vois l'importance de ces galeries, mais je doute dans un sens de leurs compétences. Pourquoi je doute? Parce que là, et ce que j'ai salué aussi chez Agnès B, c'est le fait qu'elle ait pris Kraken sous son aile, qui est, moi je trouve, un artiste très intéressant que je vois dans la rue. Vous savez, c'est cette espèce de poulpe fait à la peinture noire voilà, sur les murs de Paris. Et je pense que l'art urbain, et c'est pour ça aussi que j'aime ce milieu, pose des très bonnes questions. Il pose des très bonnes questions parce que je pense qu'en fait, la galerie est utile, mais doit changer de comportement. Et les galeristes se reposent sur... non, Henri, comme vous avez aussi découvert hier, c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas. Et les galeristes font cette démarche d'aller voir des artistes, mais ce n'est pas tout le temps ce qui est leur principale fonction. Et moi, je trouve que si l'art urbain allait vers comme ça un entonnoir, comme il a été dans l'art contemporain, où il va prendre le meilleur, moi je ne pense qu'on est loin encore de ça, parce que j'entendais plusieurs galeristes et compagnons collectionneurs avec qui je discutais, et moi je pense qu'on est loin. On est loin d'abord le graffiti comme du Ramelzi, du Futura 2000, du Dandy White, d'accord, et je me permets de dire que, ou du Toxique, qui est d'ailleurs présent, ont déjà posé les fondements de leur art. Et
je suis d'accord pour dire qu'ils ont déjà une base. En revanche, du Speedy Graffito, du JR ont encore beaucoup à apprendre. Et moi, je ne pense pas que l'art devrait se poser, mais alors continuer. Et alors, moi, la question... C'est la plus longue question que j'ai jamais entendue. Oui, oui. Ouais. Je plaisante. Allez-y, la question. Alors, donc, Mais c'est très intéressant sur le fond. Viens t'asseoir. Très intéressant. ma question, et elle est générale d'ailleurs, je suis désolé, c'est est-ce que vous trouvez que le galeriste en lui-même fait son travail de recherche? Est-ce qu'il fait son travail de recherche? Tu m'as parlé de, Henri, cours. de Speedy Graffito et de JR. Bon, alors déjà, Speedy Graffito, il a 55 ans. Il a eu une carrière fulgurante. Il a eu une carrière fulgurante dans les années 80. Et tout s'est arrêté en 91, quand le premier guerre du Golfe, comme tu le sais, le marché s'est écroulé. Moi, je l'ai revu à l'époque. Je voyais Jérôme Ménager. J'étais très ami avec Frankie Boy des Musulmans Fumants, qui lui aussi a eu sa carrière qui s'est arrêtée net. Et il avait fait une exposition, excuse-moi, je ne me rappelle plus très bien de la date, mais je crois qu'on est en 2003, à l'espace Beau Repère. Et moi, à l'époque, Speedy Graffito, je le croisais dans certaines boîtes de nuit, mais j'étais plus que mon côté un truc machin. Et les artistes, je les côtoyais un peu de loin. Et j'ai vu cette exposition à Beau Repère qui m'a scotché, mais vraiment scotché. Et je tiens à rendre hommage à Daniel Cresson, Ouais. qui avait ouvert Bien connu aussi, il y a une une grande dizaine porte, qui a 15 ans travaillé même. avec, il y a 15 ans, qui a travaillé aux éditions Critères avec Didier Levallois, qui a fait les premiers bouquins avec Jérôme Ménager, avec il a eu les VLP, Speedy Graffito, La vie intérieure, tu connais peut-être ses livres. Ouais. Speedy Graffito, après, il avait sorti ce bouquin, Critères. J'ai pu savoir qu'il s'appelait Olivier Rizzo. Il en parle dans le bouquin parce qu'il avait décidé de mourir un 1er avril en rigolant. Et du coup, quand le marché n'en voulait pas, de s'appeler à nouveau Olivier Rizzo. Je suis allé le voir chez lui. Et écoute, je suis tombé sur un artiste qui était au RMI, qui peignait, qui n'avait pas une thune et qui allait. Et donc, on a fait tout un parcours ensemble pendant 7 ans. Et là, aujourd'hui, sa préoccupation, elle est d'avoir le temps de continuer à peindre. Et sa préoccupation, c'est pas ce qui se passe dans les galeries, c'est pas ce qui se passe ailleurs. C'est vrai. Quand je déjeune avec lui, il me dit toujours, est-ce que je vais avoir le temps de finir tout ce que j'ai dans la tête? Et ça, la question que tu poses, c'est absolument pas sa préoccupation. Donc c'est vrai, alors tu le retrouves chez la galerie Tournesol, tu le retrouves là. Bon, il peint, il faut que sa production s'en aille. Et son problème, il est là. Et moi, je me rappelle toujours, je déjeune avec Speedy, il y a John Wan à côté avec son assistant, et je raconte à Speedy, ouais, tiens, sur une toile que tu as fait il y a 3 ans, on va faire ça. Et puis tout d'un coup, il y a John Wan qui me fait, hey, Henry, arrête de raconter ça. Speedy Graffito, ils s'en foutent. Ce que tu veux, c'est que tu leur parles de l'après. Il faut leur parler de l'après aux artistes. Il faut les accompagner, leur parler de l'après. Mais ce n'est pas forcément le rôle des galeries. Alors effectivement, il y a des galeries qui, alors on peut parler d'un Mugrabi, d'un Gagosian, des grosses. Est-ce que j'ai mis bien John Wan? Est-ce que des grosses galeries. Ok. Mais si par exemple, moi je discutais avec John Wan, je dis si Mugrabi te tombe dessus, il me dit non, je ne veux pas travailler avec Mugrabi. Un seul galerie, ça va être son esclave. C'est super compliqué. Un artiste, c'est quand même une espèce de bête curieuse, faut pas l'oublier. Mais Après, je pense que la question, c'était aussi, est-ce que les galeries font leurs recherches? Est-ce qu'ils vont chercher les Non, artistes? mais la galerie à l'ancienne qui va te faire le bouquin, qui va te faire le truc, le machin, qui va te faire la foire. Alors, quelquefois, il y a des artistes qui travaillent, des très très bons artistes. Ah, mais il fait pas de foire. Ah, il faut là. Oui, mais alors la foire, elle est pas terrible, je veux Bâle. Tout le monde veut aller à Bâle. Donc, les choses sont pas si faciles que ça pour les galéristes. Et les galéristes, il faut savoir, je vais être franc, ça marche, mais il y a 90% des galeries à Paris qui sont en train de crever. Il ne faut pas l'oublier. Qui ont des charges énormes. C'est vrai, c'est difficile. J'ai dit une bêtise? Non, mais... Attends, Toxique, attends 2 secondes et on va te donner un micro. Je suis un peu hors sujet, c'est ça? Ouais, un petit peu, Henri. Ouais. Mais vas-y, Justine. Il est parti parce qu'il a senti C'est parce que je t'aime bien que je te le dis. Attaquer. Non, mais la question était très très longue. Et comme il m'a parlé de Speedy Graffito, Non, mais la tout de suite, question, ça m'a... c'était est-ce que les galeries font La font seule leur réponse recherche? que je peux te donner... Attends, Justine, 2 secondes. C'est tout fait Toxic. ton recherche avec Instagram, Facebook et toute la moderne technologie. Tu sais les mecs qui te vendent. Exactement. C'est tu sais
les histoires des gens qui te vendent. Ça, La c'était seule réponse que demande. je peux te donner pour dépasser le discours, c'est t'inviter sur le stand. Moi, je suis une très jeune galeriste, j'ai 27 ans, je n'ai pas du tout l'expérience d'Henri ou de Nicolas ou d'autres grandes galeries. En tout cas, voilà, je t'invite à me rejoindre sur le stand By Night Gallery et prolonger la discussion. Voilà, tu pourras juger par, Et moi, par Henri, je peux toi-même dire un mot des Je vais juste artistes compléter, que je c'est Tu aussi respecte. fais, enfin, c'est- juste attends, c'est- je voulais dire, tu fais des recherches, enfin, Oui, tous bien les sûr. galeristes continuent. Là, je Peut-être pas présente les un très artiste grandes qui s'appelle galeries, mais les Sawé, jeunes galeries, qui est un elles font très vraiment jeune un travail de artiste recherche. c'est qui aussi très fait de compliqué pour l'aquarelle, qui est une des techniques qui est pas forcément très développée par beaucoup de street artistes, qui est un vrai graffeur, voilà, vandale, qui a investi la rue, qui est vraiment issu du graffiti. Il a à peine 30 ans et il fait des aquarelles formidables. Donc un travail totalement différent dans la rue et ce qu'il produit en atelier. C'est assez novateur. Il y a plein de choses qui sont présentes Mais sur par cette exemple, foire. Et c'est enfin, un vrai travail de recherche pour le coup. quand Je tu- l'ai découvert sur Instagram, comme disait voilà, Toxic. c'est ce que j'allais te demander. Mm. Comment finalement, pour le travail de recherche, comment tu procèdes, C'était comment un vous coup de cœur. procédez? Instagram, c'est vrai que c'est un très bel outil pour découvrir les artistes. En tout cas, c'est une première approche. Et ensuite, voilà, on a beaucoup discuté. Il m'a parlé de ses projets, il m'a parlé d'aquarelle. Du coup, moi, ça m'a tout de suite fait tilt parce que c'était quelque chose que je connaissais pas dans le graffiti. Donc, il y a toujours des découvertes et il y a toujours des talents. C'est ça qui est génial dans ce C'est ce difficile mouvement-là. pour les galeries. C'est très difficile pour les galeries parce que elles sont toutes différentes. Ce sont des particularités. Henri, Il y a des galeries qui sont très fidèles et il y a des artistes qui ne sont pas fidèles à leur galerie. On va Faut pas laisser l'oublier. parler je peux Nicolas. répondre moi aussi, juste deux Non. mots. Vas-y, Moi- défends-toi. Je vais être très direct, je pense que tu as tout à fait raison. Et qu'il y a le phénomène entonnoir dont tu parles, bah, il est là, vraiment. Tu as raison. Aujourd'hui, c'est hyper dur pour l'émergence, juste parce que, et je me fais l'avocat du diable, tu comptes le nombre de galeries, tu comptes un line-up restreint, par essence. On ne peut pas monter des expos pour 2 jours. Ça veut dire qu'on monte combien d'expos? 6, 8 par an. Multiplie par le nombre de galeries crédibles, ben, tu as un nombre d'artistes. Et tu as raison. Et Je termine souvent, juste. je te coupe, Nicolas, parce que c'est un truc important, le line-up. Le line-up, c'est important. Non, le line-up, c'est important. Je vais vous dire pourquoi. Tu parles Tu d'artistes reprendras émergents. après. Tu parles d'artistes émergents dans les galeries. Mais souvent, quand un artiste est contacté par une galerie, la première chose qu'il fait, c'est de regarder le line-up. Et si le line-up ne lui plaît pas, il n'ira pas Qu'est-ce que tu veux vers dire la par galerie. line-up? C'est L'écurie, le nombre d'artistes le nombre par an. d'artistes. C'est Le nombre l'écurie. d'artistes. D'accord, ok. Emmanuel Ça Perrotin, dépend, quand il a rentré Cause, les artistes de la galerie ne voulaient pas de Cause. Ça a été difficile, il a imposé Cause. Ça a été la même chose pour JR. Donc il y a toujours la difficulté. C'est très, 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 très compliqué. Et les artistes émergents, moi je pense qu'il va y avoir de nouveaux opérateurs. Justine en est la preuve. Et ça va fleurir. On est vieux, Ouais. ça va Et pour bouger. finir, Bon, tu vois, Nicolas, notre réalité, c'est que vraiment, et tu vois, c'est pas une tristesse, c'est une joie, mais c'est une impossibilité. Et donc, tu as tout à fait raison. C'est que 6 artistes par an à choisir, ok, on a juste dans nos têtes 20 mecs en fantasme qu'on rêve d'avoir parce que ça fait 10, 15 ans qu'on est là et qu'on rêve de mecs. Et que sans aucune prétention, je le dis avec beaucoup de simplicité, mais ça va dans ton sens, je reçois à peu près 10 demandes par jour, quoi. Tu vois, de jeunes mecs, de jeunes nanas, où je suis dans l'impossibilité, tu vois. Et moi, ma règle, c'est déjà de répondre, de dire merci pour ton envoi, je vais jeter un œil, mais tu vois, voilà. Donc, il y a un vrai phénomène, mais j'espère qu'il y aura d'autres opérateurs. À côté de nous, il y a des festivals qui donnent aussi, tu vois, des murs ouverts. Le ministère, on en parlait tout à l'heure, qui avec les DRAC, soutient des appels à projets d'artistes. Enfin bref, il n'y a pas que notre canal, mais tu as tout à fait raison. Il y a un moment de blocage et de sélection forte qui s'opère. Je pense complètement. Il faut tous qu'on garde un peu d'ouverture parce qu'on a dénoncé ça dans l'art contemporain. Et on est en train de le reproduire malgré nous, en quelque sorte. Voilà, ça c'est un des écueils. Je suis d'accord et pas d'accord. Henri? Je suis d'accord et pas d'accord parce qu'il y a l'œil aussi. Moi, je suis désolé, il y a des artistes qui sont top et puis il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Oui, ça c'est. Voilà, alors c'est moi comme aussi, je dans reçois tous les- des mails et quelquefois, alors je réponds gentiment que j'ai des priorités, que j'ai pas le temps, etc., que voilà. Mais moi, je pense que on a une particularité avec Nicolas, Justine. On est un peu, on va se la raconter un peu, mais je pense qu'on a un œil. On l'a prouvé. Nicolas a fait une sublimissime. Ce qu'il a fait à la mairie du premier, c'est ce que j'en pense. Moi, j'adore ses accrochages, j'adore les artistes avec lesquels il travaille.
Moi, un jour, par les réseaux sociaux, j'ai découvert Clette. Alors, tout le monde s'est foutu de moi avec Clette. Il me dit, pourquoi tu veux travailler avec Clette et travailler avec lui. Bah, parce que j'ai rencontré le bonhomme, il m'a fait marrer, son discours m'a fait marrer. Bon, bah, très bien, ça fonctionne, très bien. Mais après, je vais être très franc, quelquefois, moi, j'ouvre des boîtes mail, les artistes, ben voilà, c'est pas dans mon envie, c'est pas dans mon esthétique. Nicolas, c'est pareil. On a mon fils là se lance dans le truc, il a un stand qu'on partage. Il y a des gens qui viennent nous voir, on est très sympa, mais on se dit non. Il n'y a pas le déclic. Moi, je déteste la photo. Un jour, je tombe sur l'Express, je vois un petit article sur JR, les bras m'en tombent, je suis sur son site, je demande à le rencontrer, je le rencontre et on a commencé à faire un bout de chemin ensemble. Parce que j'ai eu tu vois ce que je veux dire? J'ai eu ce truc. Après, peut-être que des galeries en ont moins. Nous, on a fait le boulot, ils récupèrent des artistes et après, ça va bouger. Mais je pense que c'est quand même la genèse, quoi. Il y a quelqu'un qui a une question dans la salle. Oui, j'ai une question un peu plus courte que la précédente. Donc, Soyez pas méchant, le pauvre, elle était bien sa question. Oui. Le monde de street art ou art urbain a beaucoup changé depuis 10 ans, 20 ans. Donc ma question, c'est comment vous voyez l'avenir de l'art urbain dans 10 ans, dans 20 ans, sans parler trop de John One, Speedy ou GR? Va à la forge. Très bonne question. Non, mais attends, Justine d'abord. C'est une question très difficile. Je pense qu'il y a, Moi aussi. il y a beaucoup de choses qui évoluent. On a vu des techniques nouvelles apparaître dans les années 2000 avec Space Invader, avec l'Atlas. Il y a aussi de nouveaux médiums. Je parlais d'aquarelle tout à l'heure. Il y a de la tapisserie, de la céramique. C'est des artistes qui expérimentent aussi de nouveaux médiums, des nouvelles techniques, qui s'inspirent de plus en plus de choses, qui voyagent énormément. Comme on l'a dit, c'est un mouvement qui est mondialisé. Donc les influences sont multiples. C'est un mouvement qui est très riche, qui est contemporain. Encore une fois, on a la chance de vivre ça. Maintenant, dans 10 ans, je ne sais pas. J'espère être là dans 10 ans et vous dire que ça continue et on aura fait encore certainement beaucoup d'autres découvertes. Nicolas se prépare à parler avant. Non, mais on est tellement pas objectif, on est tellement partie prenante, passionnée, impliquée là-dedans, mais je pense que on est dans un très grand mouvement. On est dans le grand mouvement artistique du début du XXIe siècle, mondial, comme Justine l'a très bien décrit, multiforme, multisupport, multimédium, multitechnique. Et que non, je crois que c'est un grand raz-de-marée, mais on est dans l'œil du cyclone. Je démarrais avec ça quand tout à l'heure, en vous disant qu'on est dedans, on est tellement dans l'œil du cyclone là, que c'est difficile d'avoir du recul, mais je crois qu'on est dans un grand mouvement, y compris en termes de marché. On est vraiment dans un début d'histoire. Il n'y a pas un artiste qui dépasse 50 000 € à part Banksy. Voilà. Mais c'est la locomotive. Mais on est dans un début d'histoire, là, à tout niveau. Donc j'espère que ça va continuer à se propager dans les rues du monde entier, que ça va continuer, que le marché va continuer à croître, à faire vivre plein d'artistes, et que ça va tout ça porter des valeurs, y compris politiques, parce que c'est quand même, on est tous rentrés là-dessus, on est rentrés sur le travail de propagande, de détournement des codes de propagande de Shepard Fairey, on est rentrés sur l'insolence de Banksy, on est rentrés sur Blue, on est rentrés quand même sur cela. Pour résumer, pardon, c'est un côté très figuratif, vas-y. et moins graffiti, parce qu'il y a toute la branche graffiti. Lettrage aussi, mais donc j'espère que ce mouvement, moi je suis pas inquiet sur son académisme, je suis pas inquiet que personne l'enferme, mais simplement j'ai envie que nos jeunes artistes, la 4e, 5e génération, continuent à apporter des valeurs, regardent ce qui se passe place de la République aujourd'hui, parlent de Sarkozy qui se représente à l'élection présidentielle ou d'Hollande qui veut pas décrocher alors que tu as 90% des gens qui en veulent plus. Enfin, donc c'est l'insolence scandaleux, dont quoi. tu parlais. C'est ce côté politique, militant, quoi. J'ai envie que nos artistes parlent de ça parce qu'ils ont un regard différent sur la société et que souvent ça m'éclaire, ça me donne d'autres. Comme tu disais, c'est souvent des artistes qui ont 1 ou 2 coups d'avance sur leur époque aussi. Donc c'est ça que j'attendrai d'eux dans les années qui viennent parce que l'émergence du marché et du mouvement, j'en doute pas, tout est là, quoi. Voilà. Mais qui continue à donner des coups de pied dans la fourmilière. Henri ? Non, politique, oui, mais un peu de poésie, un peu de trucs un peu cool. Il y a des choses très bien. Nicolas m'avait un jour parlé des Monkey Bird. Monkey Bird. Laisse-les tranquilles. Et puis. Mais il y a Toxic aussi. Ouais, bien sûr.
Si, mais on est tellement, il y a tellement, on peut parler du patron, on peut parler de Cine, on peut parler de plein de gens. Alors, Mais je suis désolée de vous couper. Ce que je veux dire, c'est que aller voir le travail des Monkey Birds, c'est juste, moi, je suis scotché, quoi. C'est hallucinant. Non, mais je suis hallucinant. d'accord, moi je les ai exposés Non, aussi mais à la je suis- Pinacothèque de Paris. Donc, Ils m'en parlaient, j'étais là, ouais. Et puis là, je les ai rencontrés, ils ils sont sont super. humainement géniaux, et c'est de la poésie pure. Donc le mouvement. C'est pas moi qui les représente. Hein. J'ai au c'est moins la galerie, cette- c'est la galerie Cisso qui les Moi non plus, représente. moi non C'est la plus. galerie Cisso. Moi non plus. ouais. Mais on va Ils les sont éditer, on va faire une belle au fond de vidéo. la foire. Alors, on a encore une question là. Comme le temps tourne un peu, du coup, Oui, hop, on a 2 questions et puis. On va être Il y aura un sage monsieur avec après l'horaire. ici. Ouais. Allez-y. Bonjour à tous. Je vous pose la question parce que vous êtes comme des personnages qui exercent une certaine influence sur le marché, sur les artistes. Et voilà. Et j'aimerais savoir si on a les moyens actuellement de passer à la vitesse supérieure en fait. C'est-à-dire de pas, en quelque part, répéter l'histoire une énième fois et À la vitesse supérieure pour les arts. dans le développement du mouvement, dans sa propagation à l'échelle mondiale. Et surtout au niveau de la scène française, qui est souvent pas mis de côté, mais par exemple, quand on interroge les collectionneurs en art contemporain, ils préfèrent avant tout investir dans des artistes américains et non français. Ça, Il y a un voudrais juste décloisonnement dire qui s'opère depuis quelques temps quand même. Il y a... Non, mais il a raison. Oui, non, mais il a raison. quand même, enfin, ayant été galeriste à New York pendant 8 ans, quand je voyais les prix des jeunes artistes américains qui sortaient d'école, c'est parfois les prix pour lesquels on vend Viala. Alors bon, c'est pas du tout du street art, hein, mais des grands artistes français, même comme Viala ou d'autres, c'est exactement les prix des jeunes artistes qui sortent d'école aux États-Unis. Donc en effet, les prix des œuvres françaises sont ridicules par rapport au marché de l'art américain, et ça, c'est vrai que c'est très très triste. Il faut faire effectivement à fait super d'accord. attention aux échelles de valeur. Ça, c'est terrible. Et tu as complètement raison. On peut dire qu'aujourd'hui, un Invader à 90 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Bah oui, évidemment, parce qu'il y a très peu de temps, c'était 50 fois moins cher. Mais bizarrement, sur le marché mondial de l'art contemporain, c'est cadeau. Ça peut être bizarre. Un JR vendu aux enchères chez Arcurial, une grande photo à 30 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour le marché français. Et c'est peanuts pour le marché américain. Ouais, c'est comme ça. Et la vitesse supérieure, bah écoute, après ce sont des marchés qui sont protégés, hein, faut pas oublier. Hein. Les Américains, ça rigole pas. C'est pas le même modèle économique qu'en France. Mais moi, je pense qu'effectivement, je ne vais pas les citer, mais il y en a 5 ou 6 issus de l'art urbain, je suis bien d'accord, je préfère utiliser ce terme-là, qui risquent effectivement, d'ici 4-5 ans, à passer vraiment à la vitesse supérieure. Et ce qui est génial, c'est que ça fait pousser le reste. Oui, c'est vrai, mais je pense aussi que les collectionneurs, l'air de rien, ont un rôle à jouer aussi. Oui, les oui, collectionneurs bien sûr. français, au-delà du marché. Oui, mais je pense que... là où il a raison, c'est que je vais être très, très cash, tu sais, alors que ce sont des amis à nous, on manque d'un gros opérateur à Paris, clairement. Clairement. On n'a pas un gros opérateur. Et j'adore Magdal, fait un super boulot, j'adore Mehdi Benchek. On peut apprécier Franck Lefebvre, Eric Brugier. Enfin bref, je cite quelques grosses galeries commerciales, mais on n'a pas, c'est pas la dimension de grosses galeries internationales. Alors oui, bon, Perrotin partiellement avec Cos et JR, mais on sent bien, tu as raison, dans cette dimension internationale. Alors là, les puristes, hein, ne nous écoutez pas, mais vraiment, si on parle business pur, marché pur, international, c'est vrai que moi, j'ai pas envie, avec tout le respect que je dois au travail qui a été fait par le ministère et par les FRAC, mais j'ai pas envie qu'on rate le tournant, de voir comment les FRAC ont pu enfermer nos artistes français et avec toutes les bonnes intentions du monde, quelque part freiner leur internationalisation. Je ne crois pas qu'on soit du tout là-dedans aujourd'hui, mais en même temps, on peut manquer d'opérateurs très forts. Pourquoi de gros opérateurs? Pour avoir les moyens d'être présents sur les grandes foires internationales. C'est ça aujourd'hui qui rythme le marché. C'est Art Basel Bâle, Art Basel Miami, c'est l'Art Maurice Show, c'est Frieze, c'est la FIAC à Paris. Donc le frein, c'est des gros opérateurs. Le deuxième frein, soyons extrêmement clairs, c'est que ces gens aujourd'hui nous emmerdent profond, quoi. C'est-à-dire les grosses foires internationales ne ferment les portes. La part du gâteau devient très forte, ça frotte beaucoup. Les vieux opérateurs ont raté ce tournant de l'art urbain. Aujourd'hui, ils s'en rendent compte et ça bloque des deux fers. Donc on bloque la porte, on la défoncera s'il faut. On sera comme ça fidèle à notre mouvement et aux artistes qu'on défend, mais on rentrera. Mais tu as raison, c'est un vrai enjeu et c'est très excitant. Il y avait une dernière question ou on arrête là?
Alors, c'est moi qui voulais poser la dernière question. Allez-y. Par rapport à cette foire, en fait, comme vous avez dit que l'art urbain avait un peu été refusé de l'art contemporain, comment vous pensez que cette première foire, et sûrement les éditions d'après, dynamiseront le marché ? Et pour vous, est-ce que c'est des nouveaux collectionneurs qui arrivent ? Est-ce que vous voulez toucher plutôt des jeunes, vu qu'il y a des galéristes ici ? Vous, en tant que collectionneur, comment vous voyez cette foire ? Moi, je rends hommage à Yannick. Parce que là, C'est il a fait vrai, un c'est vrai. super On rend boulot. tous hommage à Yannick. Ouais. Beau et so. Vraiment. Bravo Yannick, Pour ceux qui ne connaissent pas Yannick, c'est le un... directeur de la foire. Voilà, qui est très jeune, je ne sais pas s'il est là. Quel âge il a, Yannick? Je sais pas, il était doit là avoir tout à 27 ans. Oui, 30, Non, 30 et quelques. 30 à peine. hein. 30 ans, Ouais, un peu je plus. pense. 30. 33 ans, à l'âge merci. du Christ. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, il m'avait contacté. Je me baladais dans 8e avenue, un off de la FIAC. Il avait un petit stand. Il m'a contacté. Il m'a parlé de son projet. J'y ai pas cru une minute. Il m'a envoyé un PDF. J'ai vu sa page de pub dans Graffiti Art. Il était super pugnace, pire que moi. C'est pour dire. Je me suis dit, moi, je travaille pas. Je fais pas de galerie. Je fais pas de foire. Je fais mon truc par l'internet, par mes blogs, par mes trucs et des machins. Je lui ai dit oui parce qu'à un moment donné, il lâchait un peu l'affaire parce qu'il y avait des galeries étrangères qui venaient, mais les Français étaient un peu timorés. On a fait un peu appel à la bande avec Nico. On y est allé. Et alors, je peux vous dire un truc. Il est militaire, le mec. Hein. Avec un mec comme ça, Napoléon, Waterloo, c'était plié. Hein. C'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça par rapport à son. Bon, il a un bon cursus avec Universal et Pascal Nègre. Pour répondre quand même à la question, moi, c'est une foire, c'est open. Moi, les gens qui viennent sur le stand, welcome, venez. Alors, il y en a qui sont un peu timorés, qui n'osent pas, mais je dis voilà, mais rentrez, vous êtes chez vous. Moi, on a vu des gamins de 16 ans, on a vu une mamie avec son petit-fils qui a adoré un travail de l'Atlas. Comment on voit les choses, moi, j'aime bien parce que je suis un peu maniaco. Je trouve que le lieu, il est génial, que les allées sont aérées, même le jour du vernissage où il y avait beaucoup de monde. 6000 personnes. Qu'on n'a pas mal à la tête à la fin de la journée parce que c'est bien insonorisé, que c'est simplement, moi, je trouve ça vraiment génial. La sélection est très, très bonne. Et puis c'est varié surtout. Voilà, c'est varié, la sélection est très bonne. On a aussi bien des œuvres de pionniers comme Toxic, des vraies œuvres de graffiti pur et dur, de Dondi, du Banksy, que des artistes plus émergents. Donc c'est très très varié. Et vous verrez que l'année prochaine, il y aura tout le monde, quoi. Tout le monde veut y être. Il manquait Non, il n'y aura pas tout le monde parce que tout le monde a signé. Quelques gros opérateurs étaient absents et s'en mordent les doigts. Je crois qu'Yannick a l'ambition aussi de faire la foire en Asie et à New York. Donc c'est que le début et c'est un très beau projet. Nicolas, est-ce que tu voulais répondre plus directement à la question ou... Non, mais je viens de le faire. Je pense que le pari, moi aussi, comment vous voyez j'étais vraiment très attentif à ce qui allait se faire. On a vraiment essayé d'aider Yannick comme on le pouvait. Et à un moment, il y avait des moments de doute parce que c'était compliqué de convaincre les plus grosses galeries. Et d'ailleurs, encore une fois, certaines galeries ne sont pas là parce que voilà, et c'est dommage. Mais je pense qu'elles seront là l'année prochaine. Je pense à Open Space, je pense à la galerie Itinérance, voilà. Donc ils prendront le train en marche. Mais nous, on était là dès la première. C'est ça qui est génial. Merci beaucoup. Merci bravo. Merci.